Quand mon fils Alexandre m'a dit qu'il espérait que je crève de faim après m'avoir volé les 4 700 000 € de l'héritage de ma défunte épouse, il ne savait pas que j'avais les documents originaux dans mon coffre, qui prouvaient qu'il avait falsifié la signature de sa mère. Ce qu'il a fait ensuite a été si cruel que j'ai décidé de l'effacer de ma vie pour toujours. Avant de continuer, veuillez vous abonner aux histoires de vengeance de Guillaume. Activez les notifications car nous avons de nouvelles histoires chaque jour. Laissez un pouce bleu et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Richard Lambert, j'ai 68 ans et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais connaître mon fils Alexandre depuis 42 ans. Je croyais avoir élevé un homme honorable, travailleur, qui respectait les valeurs que sa mère, Hélène et moi lui avions enseignées. J'avais terriblement tort. Tout a commencé le mardi 15 mars 2024, exactement 8 mois après les funérailles de ma bien-aimée épouse, Hélène. Ce jour qui a changé ma vie pour toujours, Alexandre est arrivé chez moi en ville, dans notre quartier huppé, avec un sourire que je reconnais maintenant comme celui d'un prédateur. Il m'a dit qu'il fallait que l'on parle de l'héritage de maman, en s'asseyant sur le canapé où Hélène avait l'habitude de lire ses romans d'amour. Ces mots sonnaient étrangement formels, presque répétés. J'aurais dû m'en rendre compte à ce moment-là. Alexandre a alors sorti un dossier beige et l'a posé sur la table basse. Il m'a expliqué qu'il avait examiné toute la paperasse avec son avocat et qu'il s'avérait que maman avait tout clarifié dans son testament. La maison au bord du lac, les actions de l'entreprise et les 4 700 000 € sur les comptes d'épargne. Tout était à son nom. Le monde s'est arrêté un instant. Hélène et moi avions discuté de nos testaments de nombreuses fois. Elle avait toujours été très claire. Elle voulait que j'hérite de tout et qu'après mon décès, Alexandre reçoive l'héritage. C'était une décision logique, étant donné que j'étais plus âgé et que j'aurais besoin des ressources pour mes dernières années. Je lui ai répondu qu'il y avait forcément une erreur, que sa mère et moi avions convenu que j'hériterais de ses biens et qu'il les recevrait après mon décès. L'expression d'Alexandre a changé instantanément. Le masque du fils attentionné a disparu, révélant quelque chose qui m'a glacé le sang. Il m'a dit de ne pas commencer à perdre la tête avec l'âge, que les documents officiels étaient là, signés par maman et certifiés par le notaire, maître Durand, et que tout était en ordre. J'ai pris les documents avec des mains tremblantes. En effet, il y avait la signature d'Hélène, apparemment authentique, laissant toute sa fortune directement à Alexandre. Mais quelque chose clochait. Je connaissais l'écriture de ma femme comme ma poche après 45 ans de mariage, et bien que la signature ressemblât à la sienne, il y avait quelque chose de différent. J'ai murmuré que j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Il m'a rétorqué qu'il n'y avait rien à digérer, qu'il avait déjà entamé toutes les procédures légales. L'argent était déjà en cours de transfert sur son compte, tout comme la maison au bord du lac. Alexandre s'est levé, lissant sa chemise avec une arrogance que je ne lui avais jamais vue. Il m'a dit de considérer cela comme une avance sur mon héritage, puisque de toute façon, tout lui serait revenu un jour. C'est à ce moment-là que j'ai dit quelque chose qui allait changer notre relation pour toujours. Alexandre, si c'est vrai, je respecterai les volontés de ta mère. Mais si je découvre la moindre irrégularité dans ces documents, les conséquences seront sévères. Mon fils a ri. Un rire froid et calculateur qui m'a transpercé comme un poignard. Des conséquences venant d'un vieil homme qui ne se souvient même plus où il a mis ses clés de voiture. Il m'a conseillé d'accepter la réalité, que maman était plus intelligente que moi et savait qu'il prendrait mieux soin de son argent. Je lui ai rappelé que sa mère m'aimait, qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille sans me consulter. Est-ce qu'elle t'aimait? Alexandre s'est approché de moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mon propre fils. Parce que si tu l'aimais vraiment, tu respecterais ses dernières volontés au lieu de remettre en question sa décision. Cette nuit-là, après le départ d'Alexandre avec un sourire triomphant, je suis resté assis dans le bureau que j'avais partagé avec Hélène pendant tant d'années. Ses photographies me regardèrent depuis chaque coin, et je pouvais presque entendre sa douce voix me dire « Richard,
quelque chose ne va pas. Dans les jours qui ont suivi, Alexandre a commencé à opérer des changements spectaculaires dans son style de vie. Soudain, il avait une nouvelle voiture de luxe, une berline importée haut de gamme. Il avait loué un appartement de luxe en centre-ville et publiait sur les réseaux sociaux des photos de dîner dans les restaurants les plus chers de la ville. Chaque fois que je voyais cela, un morceau de mon cœur se brisait un peu plus, non pas pour l'argent, mais parce que je découvrais qui était vraiment mon fils. Le vendredi 8 avril, 3 semaines après cette conversation qui a changé ma vie, Alexandre est revenu me rendre visite. Cette fois, il n'est pas seulement venu m'informer, il est venu m'humilier. Il m'a dit qu'il avait pensé à ma situation, en examinant les photos de famille, comme s'il s'agissait de marchandises dans un vide-grenier. Il pensait que je devrais envisager de déménager dans un endroit plus adapté à mon âge et à ma nouvelle situation financière. Je lui ai répondu que c'était ma maison, que j'y avais vécu avec sa mère et que tous nos souvenirs s'y trouvaient. Les souvenirs ne paient pas les factures, papa, et étant donné que tu ne dépends plus que de ta pension, a-t-il dit en faisant une pause dramatique. Savourant chaque mot qu'il allait prononcer, eh bien, disons que l'entretien d'une si grande maison va être compliqué. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas la tristesse que j'avais ressentie pendant des semaines, mais une colère froide et calculatrice que je n'avais jamais éprouvée auparavant. « Tu sais quoi, Alexandre ?» lui ai-je dit en me levant lentement de mon fauteuil. « Ta mère serait si fière de voir ce que tu es devenu. » Mon sarcasme sembla l'amuser. « Oh, j'en suis sûr. Après tout, c'est elle qui a décidé de tout me laisser. »« Oui, » lui ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. « Je suis sûr que c'est exactement ce qu'elle aurait voulu. » Cette nuit-là, pendant qu'Alexandre célébrait son héritage dans une boîte de nuit du centre-ville, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert le coffre-fort qu'Hélène et moi avions installé des années auparavant. À l'intérieur, soigneusement organisé et protégé, se trouvaient tous nos documents les plus importants, titres de propriété, testaments originaux, polices d'assurance et certificats de mariage et de naissance. J'ai sorti le testament original d'Hélène, daté et signé 6 mois seulement avant sa mort, et je l'ai comparé aux documents qu'Alexandre m'avait montrés. La différence était subtile, mais indéniable pour quelqu'un qui avait vu la signature d'Hélène des milliers de fois. L'inclinaison de certaines lettres, la pression du stylo, de petits détails que seul un mari de 45 ans remarquerait. Alexandre avait falsifié la signature de sa mère décédée pour me voler mon héritage. À ce moment-là, avec la preuve irréfutable entre les mains, je savais que la guerre avait commencé, et mon fils n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pendant les 3 jours suivants, je me suis plongé dans une enquête méticuleuse qui aurait impressionné même Hélène, qui admirait toujours mon sens du détail. J'ai étalé tous les documents sur la table de la salle à manger, le faux testament d'Alexandre d'un côté, les papiers originaux de l'autre. La différence était accablante une fois que l'on savait quoi chercher. Dans le testament authentique qu'Hélène avait signé le 22 septembre 2023, 2 mois seulement avant le diagnostic de son cancer du pancréas, son écriture montrait sa fermeté habituelle. Le H d'Hélène avait son inclinaison caractéristique vers la droite, et le T de Lambert se terminait par cette petite fioriture qu'elle avait développée depuis sa jeunesse. Dans la contrefaçon d'Alexandre, ces détails avaient été imités, mais pas parfaitement. La pression du stylo était inconstante, comme si quelqu'un avait lentement tracé chaque lettre en essayant de copier un modèle. Plus révélateur encore, Hélène datait toujours ses documents importants en écrivant le mois en toutes lettres. Septembre, jamais abrégé. Le faux document indiquait 7-2023. Mais la preuve la plus concluante est venue lorsque j'ai examiné les relevés bancaires que je conservais dans mon classeur personnel. Hélène était décédée le 14 novembre 2023. Le prétendu testament qu'Alexandre m'avait montré était daté du 5 décembre 2023. Mon fils avait falsifié un document daté de 3 semaines après la mort de sa mère. Cette révélation m'a frappé comme un coup de massue.
Il n'avait pas seulement falsifié la signature, il avait inventé une date impossible, comptant sur mon chagrin pour m'empêcher de vérifier les détails. Pendant 42 ans, j'avais sous-estimé la capacité de manipulation de mon propre fils. Le samedi 11 avril, pendant qu'Alexandre publiait des photos de sa nouvelle montre de luxe sur Instagram, j'ai commencé à reconstituer la chronologie de son plan. J'ai repassé chaque conversation que nous avions eue pendant les derniers mois de la vie d'Hélène, chaque visite à l'hôpital, chaque moment où il avait été seul avec les documents familiaux. Je me suis souvenu très clairement du jour où Hélène est tombée dans le coma. Le 8 novembre, Alexandre avait insisté pour rester à l'hôpital cette nuit-là, pendant que je me reposais à la maison. « Papa, tu es ici depuis 5 jours d'affilée. Rentre chez toi, prends une douche, mange quelque chose de chaud. Je resterai avec maman. » Au début, j'ai pensé que c'était de la considération filiale. Maintenant, je comprenais que c'était de l'opportunisme. Cette nuit-là, probablement pendant que sa mère était mourante, Alexandre avait photographié tous nos documents importants. Il avait eu accès à nos signatures, à nos cachets, à nos informations bancaires complètes. Le mardi 14 avril, exactement 1 mois après sa première visite triomphante, Alexandre est revenu à la maison. Cette fois, il est venu avec une attitude encore plus arrogante. Il a traversé la maison comme s'il en était déjà le propriétaire, jaugeant les meubles, regardant les œuvres d'art qu'Hélène et moi avions collectionnées pendant des décennies. « Papa, j'ai réfléchi à l'avenir de cette propriété », a-t-il dit en examinant le piano à queue sur lequel Hélène jouait les dimanches matins. Évidemment, entretenir une maison de près de 350 mètres carrés pour une seule personne est un gaspillage de ressources. Cette maison a une valeur sentimentale, Alexandre. La valeur sentimentale ne génère pas de revenus. Il s'est assis sur le banc du piano et a joué quelques notes discordantes. J'ai parlé à des agents immobiliers. Sur le marché actuel, on pourrait obtenir au moins 800 000 € pour cette propriété. On pourrait. Enfin, je pourrais. Techniquement, selon le testament de maman, je suis l'unique héritier de la famille. Alexandre a refermé le couvercle du piano avec plus de force que nécessaire. Mais je suis généreux, papa. Je suis prêt à partager les bénéfices avec toi. Disons 100 000 € pour ta retraite. C'est plus que ce que beaucoup de gens de ton âge possèdent. Pendant cette conversation, j'ai maintenu un contrôle surhumain. Chaque fibre de mon être voulait le confronter sur le champ, lui montrer les vrais documents, l'exposer comme le voleur qu'il était. Mes 45 ans à construire une entreprise à partir de rien m'avaient appris la valeur de la patience stratégique. C'est une proposition intéressante, ai-je répondu calmement. Laisse-moi y réfléchir. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, papa. Les chiffres sont clairs. Alexandre s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre donnant sur le jardin où Hélène cultivait ses roses. De plus, à ton âge, vivre seul dans une si grande maison est dangereux. Une chute, un problème cardiaque. Tu pourrais rester là des jours sans que personne ne s'en aperçoive. Ces paroles sonnaient comme une menace voilée. Il ne calculait pas seulement mon argent, mais aussi ma vulnérabilité physique. Cette nuit-là, après son départ, j'ai appelé le notaire Maître Durand, qui s'occupait de nos affaires juridiques depuis plus de 20 ans. Durand connaissait Hélène depuis avant notre mariage. Son père avait été le notaire de la famille Lambert pendant des décennies. « Richard, quel plaisir de vous entendre », a dit Durand de cette voix chaleureuse qui m'a toujours rassuré. « Comment tenez-vous le coup depuis le décès d'Hélène ? Maître Durand, j'ai besoin de vous poser une question très précise sur le testament d'Hélène. » Il y eut une brève pause. « Bien sûr. Y a-t-il un problème avec la documentation ? » Alexandre m'a montré un testament où Hélène lui laisserait supposément la totalité de son héritage directement, daté de décembre 2023. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, Durand a parlé. Sa voix était un mélange de confusion et d'inquiétude. « Richard, c'est impossible. Le dernier testament qu'Hélène a signé dans mon étude date de septembre 2023, et dans ce document, vous êtes l'unique bénéficiaire de tous ces biens. Hélène a été très spécifique sur ce point. En êtes-vous absolument certain ? J'ai les originaux dans mon coffre. »
ainsi que les enregistrements vidéo de la signature. Hélène a insisté pour que tout soit parfaitement documenté en raison de son diagnostic. Elle voulait s'assurer qu'il n'y aurait aucune ambiguïté juridique après sa mort. Cette confirmation a été le coup de grâce pour ma relation avec Alexandre. Il n'avait pas seulement falsifié des documents, il avait inventé un testament entièrement fictif, sachant que j'étais émotionnellement vulnérable à cause de la perte d'Hélène. Au cours des jours suivants, j'ai poursuivi mon enquête avec la méticulosité d'un détective. J'ai examiné les relevés bancaires d'Alexandre des 6 derniers mois, des documents auxquels j'avais accès car je m'étais porté garant pour son premier appartement des années auparavant. Les schémas financiers ont révélé la planification de sa tromperie. En novembre, immédiatement après la mort d'Hélène, Alexandre avait contacté plusieurs cabinets d'avocats spécialisés en droit des successions. En décembre, il avait effectué des paiements à un spécialiste en documents dont le nom me disait quelque chose, à cause de scandales dans les journaux. En janvier 2024, Alexandre avait commencé à liquider de petits investissements personnels, comme pour se préparer à un afflux important d'argent. En février, il avait consulté des conseillers financiers sur la manière de gérer un héritage important à venir. Tout avait été prémédité, calculé, exécuté avec une froideur que je trouvais impossible d'associer au garçon que j'avais élevé. Le jeune homme que j'avais réconforté quand il s'était cassé la jambe à 12 ans. L'homme qui avait pleuré dans mes bras le jour où Hélène avait reçu son diagnostic. Le dimanche 20 avril, alors que j'organisais toutes les preuves dans des dossiers séparés, j'ai reçu un appel qui a failli me donner une crise cardiaque. « Papa !» La voix d'Alexandre semblait déformée, probablement par l'alcool. « J'ai besoin que tu saches quelque chose d'important. » « Qu'est-ce que c'est, Alexandre? Je suis au casino du centre-ville et je viens de perdre 10 000 € en une seule nuit. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que tu as dit? Détends-toi, papa. J'ai plus de 4 millions. 10 000 €, c'est de l'argent de poche. » Son rire semblait hystérique, incontrôlable. « Tu sais ce qui est le mieux. Je joue avec l'argent que maman m'a laissé. Elle disait toujours de faire attention à l'argent, mais maintenant que c'est le mien, je peux en faire ce que je veux. Alexandre, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut en parler. Parler de quoi? Du fait que maman me préférait à toi, du fait qu'elle a enfin reconnu qui était le plus capable de gérer la fortune familiale. Sa voix est devenue cruelle, venimeuse. Papa, accepte la réalité. J'ai toujours été plus intelligent que toi, et maman le savait. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, en écoutant la pluie battre contre les fenêtres de la maison que j'avais partagée avec Hélène, j'ai pris la décision finale. Alexandre n'avait pas seulement volé l'argent de sa mère décédée. Il était en train de le détruire dans une spirale d'autodestruction qui aurait brisé le cœur d'Hélène. Il était temps que mon fils apprenne les conséquences de sous-estimer son père. Le lundi 21 avril s'est levé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Après des semaines de douleur et d'incertitude, j'avais enfin un objectif clair. Éprouver légalement que mon fils avait commis une série de crimes graves contre la mémoire de sa mère et contre moi. À 9 heures précises, j'ai composé le numéro de Maître Renaud, un avocat spécialisé en droit pénal et civil que j'avais rencontré des années auparavant lors d'un litige commercial. Renaud avait la réputation d'être implacable en matière de fraude documentaire et son expérience dans des cas similaires faisait de lui la personne idéale pour ma situation. Maître Renaud, j'ai besoin de votre aide professionnelle pour une affaire très délicate, lui ai-je expliqué après les politesses d'usage. Il s'agit de falsification de testament, de fraude financière et de vol d'héritage. Richard, ce sont des accusations très graves. Êtes-vous complètement sûr de ce que vous me dites? J'ai des preuves matérielles irréfutables. Nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de Maître Renaud, dans le quartier des affaires, entouré d'étagères, remplies de codes juridiques et de précédents judiciaires. J'avais apporté tous les documents, organisés dans des dossiers méticuleusement étiquetés.
originaux, contrefaçons, relevés bancaires et la chronologie complète des événements. Renaud a examiné chaque document avec la concentration d'un chirurgien. Son expression devenait plus sérieuse à chaque page qu'il examinait. Lorsqu'il est arrivé à la comparaison entre les signatures authentiques d'Hélène et les fausses, il a sifflé doucement. « C'est un cas d'école de falsification de documents aggravés », a-t-il murmuré, en utilisant une loupe pour examiner les détails. La différence de pression du trait est évidente, même sans une analyse graphologique professionnelle. Quelles sont nos options légales? Plusieurs angles d'attaque. Renaud s'est adossé à son fauteuil et a commencé à les énumérer sur ses doigts. Falsification de documents publics, qui est passible de 6 mois à 3 ans de prison. Escroquerie aggravée en raison du lien de parenté et du montant, ce qui pourrait signifier 1 à 6 ans. Usurpation d'identité en se faisant passer pour l'héritier légitime. Et la récupération de l'argent, c'est la partie intéressante. Comme les fonds ont été obtenus par des documents frauduleux, tout virement bancaire basé sur ces documents est légalement nul. Nous pouvons demander un gel immédiat de tous les comptes où cet argent a été déposé. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Après des semaines à me sentir impuissant, je voyais enfin un chemin vers la justice. Nous aurons besoin d'un expert graphologue officiel, a poursuivi Renaud. Je connais le meilleur analyste judiciaire du pays pour ce type d'analyse. Son nom est Monsieur Valois, et il a témoigné dans des affaires très médiatisées au cours des 15 dernières années. Combien de temps prendra l'ensemble du processus pour obtenir les ordonnances de gel? Je peux déposer la plainte demain matin. Les tribunaux de la ville sont efficaces dans les cas de fraude financière familiale. Quant à l'analyse graphologique, Valois peut avoir des résultats préliminaires en 72 heures. Cet après-midi-là, pendant que Renaud préparait la documentation juridique, je me suis consacré à une tâche que j'avais repoussée. Contacter toutes les banques où Hélène et moi avions des comptes joints pour les informer de la situation frauduleuse. Le premier appel a été pour la banque principale, où Hélène avait gardé son compte principal depuis ses 25 ans. J'ai parlé avec la directrice de l'agence, Madame Leroy, qui se souvenait parfaitement d'Hélène pour ses visites régulières pendant des décennies. « Monsieur Lambert, je suis profondément désolé pour votre perte, » a dit Madame Leroy avec une compassion sincère. Madame Lambert était l'une de nos clientes les plus appréciées. « Comment puis-je vous aider ?» « Madame Leroy, je dois signaler une situation de fraude liée au compte d'Hélène. J'ai des raisons de croire que quelqu'un a utilisé des documents falsifiés pour accéder à ces fonds. » Le ton de Madame Leroy est immédiatement passé à professionnel et alerte. « Monsieur Lambert, c'est extrêmement grave. Pouvez-vous venir à l'agence tout de suite? Nous devons documenter cette plainte officiellement. » À l'agence bancaire, Madame Leroy a examiné tous les mouvements sur les comptes d'Hélène depuis novembre. Ce que nous avons découvert était encore pire que ce que j'avais imaginé. Alexandre n'avait pas seulement transféré les 4 700 000 €, il avait utilisé les documents falsifiés pour accéder à un compte d'investissement dont j'ignorais l'existence, où Hélène avait épargné 800 000 € supplémentaires en obligations d'État. Monsieur Lambert, selon nos registres, ces transferts ont été effectués en présentant une procuration qui accordait supposément à Alexandre Lambert le contrôle total sur tous les comptes de Madame Lambert, a expliqué la directrice en imprimant les documents pertinents. Pouvez-vous geler immédiatement tout compte où ces fonds ont été déposés? Une fois que nous aurons l'ordonnance du tribunal. Oui. Mais je peux vous dire que nous avons identifié 3 comptes différents où des dépôts substantiels ont été effectués ces derniers mois. Le mardi 22 avril, M. Valois, l'expert judiciaire, est arrivé chez moi pour effectuer l'analyse. C'était un homme méticuleux d'une 50aine d'années, avec des lunettes de grossissement spécialisées et une mallette pleine d'instruments qui semblait sortie d'un film de détective. « Monsieur Lambert, j'ai examiné les documents que votre avocat m'a envoyés, a-t-il dit en installant son équipement sur la table de ma salle à manger. À première vue, il y a des divergences évidentes entre les échantillons d'écriture authentiques et les documents contestés. Pendant les 3 heures suivantes,
Valois a soumis chaque document à un examen microscopique. Il a utilisé la lumière ultraviolette pour analyser l'encre, mesurer la pression du trait avec des instruments spécialisés et comparer chaque lettre avec des échantillons authentiques de l'écriture d'Hélène que j'avais fournie. Les preuves sont concluantes, a-t-il dit finalement. Ces signatures ont été faites par quelqu'un qui tentait d'imiter l'écriture de votre femme, mais qui n'avait pas la mémoire musculaire développée au fil de décennies d'écriture d'une manière spécifique. Les différences sont subtiles à l'œil non averti, mais indubitables sous analyse judiciaire. Quelle est la force de cette preuve au tribunal? Incontestable. J'ai 30 ans d'expérience à témoigner dans des cas similaires, et j'ai rarement vu des contrefaçons aussi évidentes. Quiconque a fait cela a gravement sous-estimé la sophistication de l'analyse graphologique moderne. Le mercredi 23 avril, Maître Renaud a officiellement déposé la plainte pénale contre Alexandre au palais de justice. La plainte comprenait tous les crimes que nous avions identifiés, étayés par l'analyse graphologique, les relevés bancaires et les témoignages. Le même après-midi, j'ai reçu un appel qui m'a rempli d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Monsieur Lambert, ici la juge Catherine Bernard du cabinet d'instruction numéro 12. Nous avons examiné votre plainte et les preuves présentées. Compte tenu de la gravité des accusations et de la solidité des preuves préliminaires, nous allons procéder à des mesures conservatoires immédiates. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que demain matin, nous procéderons à la saisie conservatoire de tous les comptes bancaires où les fonds obtenus frauduleusement ont été déposés. Tous les biens acquis avec cet argent seront également gelés. Cette nuit-là, alors que je préparais le dîner dans la cuisine où Hélène avait l'habitude d'expérimenter de nouvelles recettes, j'ai senti pour la première fois depuis des mois que j'honorais correctement sa mémoire. Je ne permettrai pas que sa mémoire soit ternie par l'avidité et la trahison de notre propre fils. Le jeudi 24 avril, à 8 heures du matin, des huissiers de justice se sont présentés simultanément à 3 endroits. L'appartement de luxe qu'Alexandre avait loué, le concessionnaire BMW où son nouveau véhicule était garé et les bureaux de la banque principale où il gardait ses comptes principaux. Je n'ai assisté directement à aucune de ces procédures, mais Renaud m'a tenu informé minute par téléphone. « Richard, les saisies ont été exécutées sans accroc », m'a-t-il informé à 10 heures. Tous les comptes d'Alexandre ont été gelés. La BMW a été saisie, et son propriétaire a été informé que la caution et les loyers avaient été payés avec des fonds d'origine frauduleuse. Et Alexandre? Sait-il ce qui se passe? Pas encore. Les huissiers n'ont pas eu à le contacter directement. Il le découvrira lorsqu'il tentera d'accéder à ses comptes ou d'utiliser ses cartes de crédit. J'ai passé le reste de la journée dans un état d'anticipation nerveuse. Je savais qu'à tout moment, Alexandre découvrirait que son monde, construit sur des mensonges et des documents falsifiés, était en train de s'effondrer. Et lorsque cela arriverait, je connaîtrais enfin la véritable personnalité de l'homme que j'avais élevé pendant 42 ans. L'attente était sur le point de prendre fin, et la justice commençait enfin à se mouvoir avec la précision implacable qu'Hélène avait toujours admirée dans le système juridique. Le vendredi 25 avril a marqué le début de mon opération silencieuse pour démanteler méthodiquement la vie de luxe qu'Alexandre s'était construite avec l'argent volé de sa mère, pendant qu'il dormait, probablement avec la gueule de bois d'une autre nuit de gaspillage dans les casinos du centre-ville. J'exécutais déjà la première phase de mon plan. À 7 heures du matin, j'ai contacté l'agence immobilière exclusive qui gérait l'appartement de luxe qu'Alexandre avait loué dans un gratte-ciel. J'ai parlé directement avec le propriétaire, M. Morin, un homme d'affaires qui avait hérité de plusieurs immeubles au centre-ville. Monsieur Morin, je m'appelle Richard Lambert. Je suis le père du locataire, Alexandre Lambert, de l'appartement 312, de votre immeuble. Ah, oui, je connais votre fils, un jeune homme très élégant. Comment puis-je vous aider?
Je crains de devoir vous informer que mon fils a payé le loyer avec des fonds obtenus frauduleusement. J'ai ici une ordonnance du tribunal certifiant que tout l'argent utilisé pour la caution et les mensualités provient d'un compte alimenté par des documents falsifiés. Le silence à l'autre bout du fil a été long. Monsieur Morin était un homme d'affaires expérimenté qui a immédiatement compris les implications juridiques de ce que je lui expliquais. Monsieur Lambert, c'est très grave. Que voulez-vous que je fasse? Le bail doit être résilié immédiatement en raison de l'origine illicite des paiements. Selon la loi française, tout contrat financé avec de l'argent provenant d'activités criminelles est nul et non avenu. 2 heures plus tard, j'ai reçu la confirmation que le contrat d'Alexandre avait été annulé. On lui avait donné 24 heures pour quitter l'appartement, et la caution de 6 000 € serait retenue en compensation des désagréments juridiques. Mon deuxième appel a été pour le concessionnaire BMW sur l'avenue principale, où Alexandre avait acheté sa série 7 pour 58 000 €. Le directeur des ventes, Antoine Renaud, se souvenait parfaitement de la transaction, car Alexandre avait payé en espèces, chose peu commune pour des véhicules de ce prix. « Monsieur Renaud, le paiement que mon fils a effectué pour ce véhicule provient de fonds frauduleux, lui ai-je expliqué après m'être présenté. J'ai des documents judiciaires prouvant que l'argent a été obtenu en falsifiant des documents testamentaires. C'est très compliqué, monsieur Lambert. Le véhicule est déjà immatriculé au nom de votre fils. Je comprends la situation, mais la loi est claire. Tout bien acquis avec de l'argent d'origine illicite peut être saisi et restitué au patrimoine légitime. Mon avocat peut vous envoyer la documentation complète si nécessaire. » Antoine a coopéré une fois qu'il a compris la gravité juridique de la situation. La BMW a été saisie le même après-midi dans le parking souterrain de l'immeuble d'Alexandre. Quand il essaierait de l'utiliser, il découvrirait qu'elle avait été confisquée sur ordre du tribunal. Mais mon action, la plus stratégique de cette journée, a été de contacter toutes les banques où Alexandre avait des comptes. Comme j'avais été son garant financier pendant des années, j'avais accès à des informations sur ses principales opérations bancaires. Mon premier appel a été pour la banque Crédit Urbain, où Alexandre avait ouvert un compte premium après avoir reçu l'héritage. J'ai parlé avec le directeur de l'agence, Franck, qui connaissait mon historique de crédit impeccable depuis des décennies. Franck, je dois signaler une situation de fraude qui affecte directement les comptes de mon fils Alexandre Lambert. Richard, bien sûr. De quel type de fraude parlons-nous? Les fonds que mon fils a déposés sur son compte proviennent de documents testamentaires falsifiés. J'ai une ordonnance du tribunal pour le gel immédiat de tout compte financé avec ses ressources. Franck a examiné les mouvements sur le compte d'Alexandre pendant que nous parlions au téléphone. Ce qu'il a découvert l'a laissé sans voix. Richard, au cours des 3 derniers mois, votre fils a déplacé plus de 5 millions d'euros par le biais de cette agence. Il a effectué des virements vers des comptes en Suisse, acheté des certificats de dépôt pour des montants énormes et même investi dans des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies? Oui. Il a acheté du Bitcoin et de l'Ethereum pour environ 800 000 €. Il a également effectué des virements vers des casinos en ligne et des plateformes d'investissement à haut risque. Cette information m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Alexandre n'avait pas seulement volé l'argent de sa mère, il le dilapidait d'une manière qu'Hélène n'aurait jamais imaginée. Chaque euro dépensé en jeux d'argent et en spéculation financière était une insulte supplémentaire à sa mémoire. Franck, je veux que vous geliez immédiatement toutes ces opérations et je veux un rapport détaillé de chaque transaction effectuée depuis novembre 2023. À 15 heures, j'ai reçu des appels similaires de la banque principale et d'autres, confirmant qu'elles avaient procédé au gel des comptes d'Alexandre. Au total, elles avaient immobilisé 6 200 000 € répartis sur différents produits financiers. Mais le coup le plus dévastateur que j'ai préparé pour Alexandre ce jour-là a été l'annulation de toutes les cartes de crédit que j'avais garanties pendant des années. Alexandre avait 4 cartes premium avec des plafonds combinés de 150 000 €, toutes adossées à mes biens personnels.
J'ai contacté chaque entité émettrice, expliquant la situation juridique et demandant l'annulation immédiate des cartes en raison d'une activité frauduleuse de la part de l'utilisateur. À 18 heures, Alexandre s'était retrouvé sans accès à aucun moyen de paiement électronique. Le samedi 26 avril s'est passé dans un silence troublant. Alexandre n'avait pas encore essayé de me contacter, ce qui suggérait qu'il n'avait pas encore découvert l'ampleur de sa situation. Il avait probablement passé la nuit du vendredi dans un club exclusif, confiant que ses cartes et ses comptes fonctionnaient toujours normalement. J'ai consacré cette journée à préparer la phase finale de ma stratégie, le retrait complet d'Alexandre de tous mes testaments et polices d'assurance. Cela nécessitait un examen approfondi de tous les documents où il apparaissait comme bénéficiaire. Mon testament principal, rédigé en 2020, nommait Alexandre comme héritier universel de tous mes biens après ma mort. Il était également le bénéficiaire de ma police d'assurance vie d'une valeur de 900 000 € et avait des droits sur le plan de retraite de mon entreprise, accumulés sur 40 ans de travail. J'ai contacté mon notaire de confiance, Patrick Meunier, pour prendre un rendez-vous urgent pour le lundi suivant. Patrick connaissait Hélène depuis des années et comprendrait parfaitement mes motivations pour ces changements drastiques. Le dimanche 27 avril, alors que j'assistais à la messe dominicale à la cathédrale du centre-ville, où Hélène et moi nous étions mariés, j'ai réfléchi à ce que j'avais accompli en seulement 3 jours de travail silencieux. Alexandre découvrirait bientôt que son bail d'appartement de luxe était annulé, sa BMW saisie, ses comptes bancaires gelés et ses cartes de crédit annulées. Plus important encore, il découvrirait que tout cela était arrivé parce que j'avais découvert sa fraude et avait pris des mesures légales définitives. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Maître Renaud avec des nouvelles qui ont fait battre mon pouls. « Richard, j'ai des informations importantes. Alexandre a tenté d'accéder à son compte bancaire principal ce matin via l'application mobile. Le système lui a affiché un message. Compte temporairement restreint par décision de justice. A-t-il essayé de contacter la banque? Oui, mais c'est dimanche. Et les bureaux sont fermés. Il n'a pu parler qu'avec le service client de base, qui n'est pas autorisé à donner de détails sur les décisions de justice. Savez-vous où il se trouve maintenant? Selon nos contacts, il a passé la nuit à l'hôtel Villa Magna. Apparemment, il n'a pas pu retourner à son appartement car le propriétaire a changé les serrures ce matin. L'image d'Alexandre dormant dans un hôtel de luxe, ignorant que demain il se réveillerait dans un monde complètement différent, m'a procuré un mélange de satisfaction et de tristesse. Pendant 42 ans, il avait été mon fils. Maintenant, il était devenu un escroc qui avait volé sa propre mère décédée. Le lundi 28 avril serait le jour où Alexandre comprendrait enfin les conséquences de sous-estimer son père, et je serais prêt pour chacun de ses appels désespérés, chacune de ses tentatives de manipulation, chacune de ses supplications de pardon. La justice se déplaçait lentement, mais avec une précision implacable qu'Hélène aurait admirée. Et le meilleur, c'est qu'Alexandre n'avait toujours aucune idée que la guerre avait commencé et qu'il était déjà en train de la perdre. Le lundi 28 avril, à 9 heures précises, je suis arrivé à l'étude de notaire de Patrick Meunier, dans le quartier du Parc. J'avais apporté tous les documents nécessaires pour effectuer les changements les plus drastiques qu'un père puisse faire. Retirer complètement son fils de son héritage financier et patrimonial. Patrick m'a reçu dans son bureau avec la solennité que l'occasion méritait. C'était un homme de 63 ans qui s'occupait des affaires juridiques de ma famille depuis plus de 2 décennies. Il avait rédigé le testament d'Hélène, certifié l'achat de notre maison et était témoin de tous les moments importants de notre vie. Richard, j'ai examiné la documentation que vous m'avez envoyée sur la situation avec Alexandre, a-t-il dit en organisant les papiers sur son bureau en acajou. Je dois avouer qu'en 40 ans de pratique, j'ai rarement vu un cas de trahison familiale aussi calculé et cruel. Patrick, je veux que vous compreniez que je ne prends pas cette décision par vengeance, mais par principe.
Un homme capable de falsifier la signature de sa mère décédée pour voler son héritage ne mérite pas un seul euro de mon patrimoine. Patrick a hoché la tête gravement. Je comprends parfaitement vos motivations. Procédons au changement testamentaire. Le processus a été méticuleux et exhaustif. D'abord, nous avons examiné mon testament actuel, ligne par ligne, identifiant chaque mention d'Alexandre comme bénéficiaire. C'était décourageant de voir combien de fois j'avais inclus des dispositions spéciales pour assurer son bien-être futur. Voici la clause principale, a souligné Patrick. Je nomme comme mon unique et universel héritier de tous mes biens, droits et actions, mon fils Alexandre Lambert, avec l'espoir qu'il honorera la mémoire de sa mère et perpétuera les valeurs familiales que nous avons cultivées pendant des générations. Ces mots, écrits il y a seulement 4 ans avec tant d'amour paternel, sonnaient maintenant comme une cruelle plaisanterie du destin. Je veux que cette clause soit complètement retirée et remplacée, ai-je dit à Patrick. À sa place, je veux établir un héritage caritatif qui honore vraiment la mémoire d'Hélène. Au cours des 2 heures suivantes, nous avons rédigé un testament entièrement nouveau. Tout mon patrimoine, évalué à environ 3 200 000 €, serait réparti entre 3 organisations caritatives qu'Hélène avait soutenues de son vivant. La Fédération française de cardiologie, le Secours populaire et la Ligue contre le cancer. Je veux aussi inclure une clause spécifique sur Alexandre, ai-je expliqué à Patrick pendant qu'il transcrivait mes instructions. Je veux qu'il soit expressément indiqué qu'Alexandre Lambert est exclu de tout bénéfice testamentaire en raison d'actes frauduleux judiciairement prouvés contre le patrimoine familial. Richard, c'est une clause très forte. Une fois incluse, il sera pratiquement impossible pour Alexandre de contester légalement le testament. C'est exactement ce que je recherche. Pendant que Patrick préparait la documentation finale, je me suis occupé de la 2e phase de mon plan, la modification de mes polices d'assurance vie. J'ai contacté ma compagnie d'assurance, Assurance Vie Nationale, où j'avais maintenu une police d'une valeur de 900 000 € au cours des 20 dernières années. Ma gestionnaire de police, Adrienne, s'occupait de mon compte depuis le début et connaissait parfaitement ma situation familiale. Monsieur Lambert, changer le bénéficiaire d'une police aussi substantielle nécessite une documentation spécifique, a-t-elle expliqué lorsque je l'ai informée de mes intentions. Êtes-vous complètement sûr de vouloir retirer votre fils comme unique bénéficiaire? Adrienne, je suis plus sûr de cela que de toute autre décision que j'ai jamais prise. Je veux que le bénéficiaire soit la Fondation Hélène Lambert pour la recherche sur le cancer. Une fondation au nom de votre femme. Une fondation que je vais créer cette semaine précisément pour canaliser ses ressources dans la lutte contre la maladie qui a emporté Hélène. C'est la manière la plus appropriée d'honorer sa mémoire. Le processus de changement de bénéficiaire a été achevé en 40 minutes. Alexandre était passé de bénéficiaire de 900 000 € à ma mort à ne recevoir absolument rien. Et le meilleur, c'est qu'il n'avait aucun moyen de le savoir avant qu'il ne soit trop tard pour inverser la tendance. À 14 heures, je suis allé à la banque pour modifier le plan de retraite de mon entreprise. En 40 ans de travail, j'avais accumulé un fonds de pension évalué à 600 000 €, de l'argent qui était initialement destiné à compléter l'héritage d'Alexandre. Le conseiller financier, Thomas, a examiné avec moi toutes les options disponibles pour changer la destination de ces fonds. Monsieur Lambert, vous pouvez désigner de nouveaux bénéficiaires, mais vous avez aussi la possibilité de convertir le plan en une rente viagère qui s'éteint à votre décès, a-t-il expliqué. De cette façon, personne ne peut réclamer ces fonds après votre disparition. La 2e option semble parfaite. Je ne veux pas qu'un seul euro de mes plus de 4 décennies de travail finisse entre les mains de quelqu'un qui ne le mérite pas. Alors que nous remplissions les formalités, j'ai reçu le premier signe qu'Alexandre commençait à réaliser sa situation. Mon téléphone a vibré avec un message qui m'a glacé le sang. « Papa, il se passe quelque chose de bizarre avec mes comptes en banque. On peut parler ?» Je n'ai pas répondu immédiatement.
J'attendais ce moment depuis des jours, et je voulais qu'Alexandre éprouve toute l'anxiété de ne pas comprendre ce qui se passait. Après ce qu'il m'avait fait, il méritait de ressentir au moins une fraction de l'angoisse que j'avais vécue en découvrant sa trahison. À 16 heures, j'ai achevé le dernier grand changement de mon plan, la modification des procurations. Pendant des années, Alexandre avait détenu une procuration limitée pour agir en mon nom dans certaines affaires financières, une précaution qu'Hélène et moi avions prise en pensant à ma vieillesse. De retour à l'étude de Patrick, nous avons formellement révoqué tous les pouvoirs qu'Alexandre avait sur mes affaires. Plus important encore, nous avons établi de nouveaux pouvoirs en faveur de Maître Renaud, mon avocat, qui aurait pleine autorité pour gérer mes affaires si je devenais un jour incapable. Alexandre n'a plus aucune autorité légale sur votre patrimoine, a confirmé Patrick après avoir rempli toute la documentation. S'il tentait d'utiliser un document antérieur, il commettrait un autre délit d'usurpation. Quand j'ai quitté l'étude du notaire à la tombée de la nuit, je portais des copies de tous les documents qui venaient de changer radicalement l'avenir financier d'Alexandre en l'espace de 8 heures. Je l'avais complètement retiré de mon testament, de mon assurance vie, de mon plan de retraite et de toute autorité légale sur mes décisions. Mon téléphone avait reçu 6 autres messages d'Alexandre pendant l'après-midi, chacun plus urgent que le précédent. « Papa, j'ai besoin de te parler de toute urgence. La banque m'a dit qu'il y a des problèmes avec mon compte. Sais-tu quelque chose ? Papa, s'il te plaît, réponds. Il se passe quelque chose de très grave. Pourquoi tu ne réponds pas ? Je suis inquiet, papa. Ils ont annulé mes cartes de crédit et je ne comprends pas pourquoi. S'il te plaît, appelle-moi, j'ai besoin de ton aide. » Cette progression des messages me montrait exactement ce à quoi je m'attendais. Alexandre commençait à comprendre que son monde de luxe s'effondrait, mais il n'avait pas encore relié les événements à ses propres actions criminelles. Cette nuit-là, alors que je dînais seul dans la cuisine où Hélène préparait ses spécialités culinaires, j'ai réfléchi à ce que j'avais accompli en moins d'une semaine. J'avais monté un dossier juridique solide contre Alexandre, repris le contrôle des fonds volés, éliminé son accès à toutes les ressources financières et complètement réécrit mon héritage pour l'exclure de tout bénéfice futur. Mais je savais que le plus dur restait à venir. Bientôt, Alexandre comprendrait que j'avais découvert sa fraude et je devrais affronter la conversation la plus douloureuse de ma vie. Expliquer à mon fils qu'il avait irrévocablement détruit notre relation et qu'il devrait vivre avec les conséquences d'avoir trahi la mémoire de sa mère. Le téléphone a de nouveau sonné à 21 heures. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Il était temps qu'Alexandre commence à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait et les conséquences auxquelles il devrait faire face. La phase silencieuse de ma réponse était terminée. Maintenant, la confrontation directe commençait. « Allô ?» J'ai répondu au téléphone avec un calme qui contrastait délibérément avec l'urgence que j'avais détectée dans les messages d'Alexandre toute la journée. « Papa, Dieu merci, tu réponds. » La voix d'Alexandre semblait agitée, presque désespérée. « J'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe. Il se passe quelque chose de très étrange avec tous mes comptes, quelque chose d'étrange. Explique-moi exactement quel genre de problème tu rencontres, Alexandre. Eh bien, ce matin, j'ai essayé de payer le petit déjeuner à l'hôtel et ma carte a été refusée. J'ai pensé que c'était une erreur du système, mais ensuite j'ai essayé les 3 autres cartes et elles ont toutes été refusées aussi. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer assez longtemps pour qu'Alexandre ressente le malaise. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Je suis allé à la banque et ils m'ont dit que mon compte principal est, comme ils ont dit, temporairement restreint par décision de justice. Sais-tu quelque chose à ce sujet ? Parce que franchement, papa, je commence à penser que quelqu'un essaie de me nuire. L'ironie de ces paroles m'a frappé comme une gifle. Alexandre, qui avait falsifié des documents pour voler l'héritage de sa mère décédée, croyait maintenant être la victime d'un complot contre lui. Alexandre, as-tu envisagé la possibilité que ces problèmes soient liés à quelque chose que tu as fait ? Quelque chose que j'ai fait ? Papa, je ne comprends pas de quoi tu parles.
Je n'ai rien fait de mal. J'ai été complètement transparent avec toi au sujet de l'héritage de maman. Complètement transparent? Ma voix a pris un ton plus froid. En es-tu sûr? Je pouvais entendre Alexandre respirer plus fort à l'autre bout du fil. Sa confiance commençait à se fissurer, bien qu'il ne comprenne pas encore complètement pourquoi. Papa, je ne sais pas ce que tu insinues, mais j'ai besoin de ton aide maintenant. Je n'ai pas accès à mon argent. Ils m'ont expulsé de l'appartement parce qu'apparemment il y a des problèmes avec les paiements, et ma voiture est saisie sur le parking. C'est comme si quelqu'un avait décidé de ruiner ma vie du jour au lendemain. Et tu n'as aucune idée de qui pourrait être derrière tout ça? Non, c'est pour ça que je t'appelle. Je pensais que tu avais peut-être des problèmes similaires ou que tu connaissais quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre cette situation. La naïveté d'Alexandre était stupéfiante. Après des mois à dépenser somptueusement de l'argent volé, à m'humilier publiquement et à souhaiter que je meure de faim, il croyait sincèrement que je volerais à son secours alors que ses crimes avaient enfin des conséquences. Alexandre, avant de pouvoir t'aider, j'ai besoin que tu clarifies quelque chose de très important. Es-tu complètement sûr que tous les documents relatifs à l'héritage de ta mère sont authentiques et légitimes? Le silence s'est étiré pendant près de 20 secondes. Je pouvais imaginer Alexandre de l'autre côté, probablement assis dans le hall d'un hôtel, commençant à comprendre que son père en savait plus qu'il ne l'avait laissé paraître. Papa, bien sûr qu'ils sont authentiques. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que, mon fils, j'ai eu le temps d'examiner très attentivement tous les documents originaux qu'Hélène et moi conservions dans notre coffre-fort. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Alexandre a de nouveau parlé, sa voix avait complètement changé. Le désespoir précédent avait été remplacé par quelque chose qui ressemblait à une panique contrôlée. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Je pense que tu comprends parfaitement ce que je veux dire. La question est de savoir si tu as l'honnêteté de l'admettre ou si tu vas continuer cette comédie jusqu'au bout. Papa, tu parles par énigme et je ne comprends pas. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le clairement. L'arrogance résiduelle dans sa voix confirmait qu'Alexandre croyait encore pouvoir manipuler la situation. Même face à la preuve que je connaissais la vérité, il essayait toujours de maintenir sa version des faits. Très bien, Alexandre, je vais te le dire avec une clarté totale. J'ai pris une profonde inspiration avant de prononcer les mots qui changeraient notre relation pour toujours. Je sais que tu as falsifié la signature de ta mère sur le testament. Je sais que tu as inventé un document daté d'après sa mort. Et je sais que tu as volé 4 700 000 € qui m'appartenaient légalement. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je pouvais entendre la respiration irrégulière d'Alexandre, probablement pendant que son esprit traitait le fait que son plan avait été complètement découvert. C'est une accusation très grave, papa. Ce n'est pas une accusation, Alexandre. C'est un fait, éprouvé par une analyse graphologique professionnelle et soutenu par une décision de justice. Les problèmes que tu rencontres ne sont pas des coïncidences ou des erreurs bancaires. Ce sont les conséquences juridiques directes de tes crimes. Mes crimes? La voix d'Alexandre a monté d'une octave. Es-tu fou? Je n'ai commis aucun crime. Le testament de maman est tout à fait légitime. Le testament que tu m'as montré est daté du 5 décembre 2023. Ta mère est décédée le 14 novembre 2023. Comment expliques-tu cette différence de date? Cette fois, le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Quand il a finalement parlé, Alexandre avait adopté un ton complètement différent, agressif et menaçant. « Écoute, papa, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça a été trop loin. J'ai peut-être fait une petite erreur avec les dates, mais ça ne change rien au fait fondamental. Maman voulait que j'hérite de son argent. Une petite erreur, Alexandre? Falsifier un document testamentaire est un crime grave passible de plusieurs années de prison. » Prison? Sa voix s'est légèrement brisée. « Papa, c'est ridicule. Je suis ton fils.
Tu ne vas pas m'envoyer en prison pour un malentendu familial. Tu n'es plus mon fils. Les mots sont sortis de ma bouche, avec une froideur qui m'a surpris moi-même. Mon fils aurait respecté la mémoire de sa mère. Mon fils n'aurait jamais volé sur sa tombe. Mon fils n'aurait pas souhaité que je meure de faim après avoir commis ces crimes. C'est de la folie. Tu es complètement fou. Ce qui est fou, Alexandre, c'est de croire que tu pouvais t'en tirer en me volant et en m'humiliant sans conséquence. Ce qui est fou, c'est de penser que ta mère serait fière de te voir dépenser son argent dans les casinos et les produits de luxe, tout en souhaitant que son mari meure de faim. Je n'ai jamais dit ça. Non? Tu ne te souviens pas m'avoir dit « J'espère que tu crèveras de faim sans un sou, misérable vieillard. » Parce que je me souviens de chaque mot de cette conversation. Alexandre a commencé à hyperventiler de manière audible. « Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que j'ai pris des décisions impulsives. Mais tu peux m'aider à arranger ça. On peut rendre l'argent, on peut. Il n'y a pas de « on » dans cette situation. Alexandre, l'argent a déjà été récupéré par décision de justice. Tes comptes sont gelés parce qu'ils contenaient des fonds d'origine frauduleuse. Ton contrat d'appartement a été annulé parce que le loyer a été payé avec de l'argent volé. Ta voiture a été saisie pour la même raison. C'est toi qui as fait tout ça. J'ai présenté les preuves à un tribunal. Le système judiciaire a fait le reste. Tu es mon père. Tu es censé me protéger, pas me détruire. L'hypocrisie de ces paroles m'a rempli d'une colère que je contenais depuis des semaines. Te protéger? Comment as-tu protégé la mémoire de ta mère en falsifiant sa signature? Comment m'as-tu protégé en souhaitant ma mort après m'avoir volé? Papa, s'il te plaît, je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Je suis ton fils unique. Tu ne peux pas me faire ça. Je peux et je l'ai fait. Et il y a autre chose que tu dois savoir. J'ai fait une pause, me préparant pour le coup de grâce de cette conversation. Je t'ai aussi complètement retiré de mon testament, de mon assurance vie et de mon plan de retraite. Quand je mourrai, tu ne recevras pas un seul euro de mon patrimoine. Le cri qu'Alexandre a poussé était primitif, animal. C'était le son d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait tout perdu à cause de sa propre cupidité et de sa cruauté. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. J'ai des droits. Tu avais des droits. Tu les as perdus lorsque tu as décidé de trahir ta famille, les vivants comme les morts. L'appel s'est terminé brusquement quand Alexandre a raccroché, probablement incapable de traiter l'ampleur des conséquences auxquelles il était confronté. Mais je savais que ce n'était que le début. Son monde s'effondrait, et les prochaines heures lui montreraient exactement à quel point il avait perdu le pouvoir en sous-estimant son père. Les 24 heures suivantes ont été un tourbillon d'appels désespérés qui ont documenté la désintégration complète du monde artificiel qu'Alexandre s'était construit avec l'argent volé de sa mère. Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin, le mardi 29 avril, et n'a pas cessé de sonner de manière obsessionnelle pendant des heures. « Papa, s'il te plaît, reconsidère », a plaidé Alexandre lors du premier appel de la journée. Sa voix était rauque, comme s'il avait passé la nuit à pleurer. « Tu ne peux pas détruire la vie de ton fils unique pour un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, Alexandre. Il y a des documents falsifiés et de l'argent volé. Il y a un fils qui a souhaité la mort de son père après avoir commis ces crimes. Je suis à la rue, tu comprends? Ils m'ont expulsé de l'hôtel parce que ma carte de crédit a été refusée. J'ai dormi sur un banc dans le parc de la ville. » L'image d'Alexandre, qui une semaine auparavant postait des photos en train de dîner dans des restaurants à 500 € par personne, dormant à la dure, aurait dû susciter de la compassion paternelle. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction que la justice se manifeste enfin. Tu aurais dû penser à ces conséquences avant de falsifier la signature de ta mère décédée. Le deuxième appel est arrivé à 8 heures du matin. Cette fois, Alexandre avait adopté une stratégie différente, l'intimidation. « Papa, j'ai engagé un avocat. Il m'a dit que ce que tu as fait est illégal.
Tu ne peux pas geler les comptes d'un héritage légitime sans un processus judiciaire complet. Ah, vraiment? Et comment as-tu payé cet avocat si tous tes comptes sont gelés? Un silence révélateur a suivi ma question. Alexandre n'avait manifestement pas pensé à cette contradiction logique. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu vas faire face à des conséquences juridiques pour ça. Alexandre, le seul qui va faire face à des conséquences juridiques, c'est toi, pour falsification de documents, escroquerie aggravée et vol d'héritage. Mon avocat estime entre 3 et 6 ans de prison. Le troisième appel, à 10 heures, a révélé qu'Alexandre avait commencé à contacter d'autres parents cherchant du soutien ou, plus probablement, à emprunter de l'argent. J'ai parlé à l'oncle Rémi, a-t-il dit, faisant référence au frère cadet d'Hélène. Je lui ai raconté toute la situation et il est prêt à m'aider financièrement jusqu'à ce que nous réglions ça. Lui, as-tu dit que tu avais falsifié la signature de sa sœur décédée pour voler son héritage? J'ai expliqué qu'il y avait un malentendu avec certains documents et que tu réagissais de manière excessive à cause du deuil. La manipulation d'Alexandre ne connaissait aucune limite. Même dans son désespoir, il essayait toujours de contrôler le récit, me dépeignant comme un vieil homme confus par le deuil au lieu du père trahi que j'étais vraiment. Alexandre, Rémi connaît déjà la vérité. Je lui ai envoyé des copies de toutes les preuves judiciaires hier soir. Un autre silence, puis une explosion de colère qui a révélé la véritable personnalité de mon fils. Espèce de... Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang? Maman aurait honte de toi. Ta mère aurait honte du voleur que tu es devenu. Le quatrième appel est arrivé à midi. Et cette fois, Alexandre semblait complètement désespéré. « Papa, je n'ai pas mangé depuis hier. Je n'ai pas un seul euro en liquide. S'il te plaît, donne-moi juste de l'argent pour survivre pendant que nous réglons ça. Où sont les 800 000 euros que tu as dépensés en crypto-monnaie? Où sont les 500 000 euros que tu as perdus dans les casinos? Où est l'argent que tu as dilapidé en produits de luxe en planifiant ma famine? Ça, c'était différent. C'était mon argent. C'était l'argent de ta mère décédée que tu as volé en falsifiant sa signature. Les appels sont devenus plus fréquents tout au long de l'après-midi, à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, chacun plus désespéré que le précédent, chacun révélant plus clairement la personnalité manipulatrice qu'Alexandre avait cachée pendant des années. Dans l'appel de 17 heures, il a de nouveau changé de stratégie, essayant de faire appel à la mémoire d'Hélène. Papa, maman n'aurait pas voulu ça. Elle aurait voulu que nous soyons une famille unie, surtout après sa mort. Ta mère n'aurait pas non plus voulu que tu falsifies sa signature pour me voler, mais ça ne t'a pas arrêté. Maman m'aimait. Elle comprenait que j'étais plus capable de gérer l'argent que toi. Si elle t'aimait tant, pourquoi le vrai testament t'exclut-il complètement jusqu'à ma mort? Le 6e appel de l'après-midi a été interrompu par un événement qui a considérablement accéléré la situation. Alexandre a été contacté par la police pour un interrogatoire officiel sur les accusations de falsification de documents. Papa. 2 policiers sont venus me chercher. Ils m'ont dit que je dois me présenter au commissariat demain pour faire une déposition sur des accusations criminelles. C'est toi qui as fait ça? J'ai présenté les preuves au tribunal. Le parquet a décidé de porter plainte sur la base des preuves. Tu ne peux pas envoyer ton propre fils en prison. Je ne t'envoie pas en prison, Alexandre. Ce sont tes propres actions criminelles qui ont des conséquences juridiques. Le 7e appel à 20 heures a été le plus pathétique de tous. Alexandre s'était mis à pleurer de manière incontrôlable. « Papa, je suis tellement désolé. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai pris des décisions terribles. Mais je suis ton fils unique. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. » Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une pointe de douleur paternelle. Entendre Alexandre pleurer m'a rappelé le garçon que j'avais réconforté pendant les cauchemars, l'adolescent que j'avais serré dans mes bras après des chagrins d'amour. Mais je me suis ensuite souvenu des mots qu'il m'avait dits il y a quelques semaines à peine. « J'espère que tu crèveras de faim sans un sou, misérable vieillard. » Alexandre a eu la chance d'être mon fils.
Il l'a perdue lorsqu'il a décidé de voler sa mère décédée et de souhaiter ma mort. Je n'ai jamais voulu que tu meures. J'étais en colère, j'étais confus. Les gens disent des choses terribles quand ils sont en colère. Les gens honnêtes ne souhaitent pas la mort de leurs parents, peu importe à quel point ils sont en colère. Les appels ont continué toute la nuit, à 22h, à 23h, à minuit, à 1h du matin. Chaque appel plus hystérique que le précédent, chacun documentant l'effondrement psychologique complet d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait tout perdu à cause de sa propre cupidité. Quelque part au petit matin, j'ai commencé à compter les appels. À 6h du matin, le mercredi 30 avril, Alexandre m'avait appelé exactement 247 fois en 24 heures. 247 supplications de pardon d'un homme qui était passé de millionnaire avec de l'argent volé à sans-abri en moins d'une semaine. Le dernier appel de ce marathon de désespoir est arrivé à 6h15. Alexandre semblait complètement vaincu. Sa voix n'était qu'un murmure. « Papa, je n'en peux plus, je n'ai plus la force de me battre. Tu as gagné. » Il ne s'est jamais agi de gagner ou de perdre, Alexandre. Il s'agissait de justice et de conséquences. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu vas faire face aux conséquences juridiques de tes crimes. Tu vas apprendre à vivre sans l'argent que tu as volé, et tu vas découvrir si tu es capable de devenir l'homme que ta mère aurait voulu que tu sois, ou si tu resteras le voleur que tu es devenu. Y a-t-il une chance que tu puisses un jour me pardonner? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant 42 ans, j'avais aimé cet homme inconditionnellement. Mais l'homme qui avait falsifié la signature de sa mère décédée, volé son héritage et souhaité ma mort n'était plus mon fils. Le pardon se gagne par des actions, pas par des mots, Alexandre. Et tes actions ont montré qui tu es vraiment. Quand j'ai raccroché cet appel, je savais que la phase la plus intense de ma confrontation avec Alexandre était terminée. Les prochaines heures montreraient s'il était capable d'apprendre des conséquences de ses actions ou s'il continuerait sur le chemin de l'autodestruction qu'il avait choisi en trahissant sa famille. 547 appels au pardon ne pouvaient pas effacer les mots cruels qu'il avait prononcés ou les crimes qu'il avait commis. Mais peut-être pourrait-il être le début d'une véritable transformation qui honorerait la mémoire d'Hélène. Seul le temps le dirait. Le jeudi 1er mai, à 15h, alors que je lisais le journal dans le salon où Hélène avait l'habitude de faire sa broderie, j'ai entendu ma sonnette retentir avec insistance. Je n'attendais pas de visite et après les 247 appels d'Alexandre, au cours des dernières 48 heures, j'avais une suspicion assez claire de qui pouvait être à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé mon fils dans un état que je n'aurais jamais imaginé le voir. Alexandre, qui avait toujours été méticuleux sur son apparence personnelle, était débraillé, mal rasé, portant les mêmes vêtements froissés qu'il portait probablement depuis des jours. Ses yeux étaient gonflés et rouges, preuve évidente d'heures de pleurs et de manque de sommeil. « Papa » a-t-il murmuré d'une voix brisée, un contraste dramatique avec l'arrogance qu'il avait montrée une semaine auparavant. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. Nous devons parler. » Je l'ai observé pendant plusieurs secondes sans bouger du seuil. Cet homme brisé sur mon paillasson était techniquement mon fils, mais l'Alexandre que j'avais connu pendant 42 ans était mort pour moi le jour où il avait falsifié la signature de sa mère. « Si tu veux parler, tu peux le faire de là, » ai-je répondu froidement. « Tu n'entreras pas dans la maison que tu as essayé de me voler. »« Papa, s'il te plaît, je sais que j'ai fait des erreurs terribles. Je sais que je t'ai déçu de la pire manière possible, mais je suis venu ici pour tout avouer, pour expliquer exactement ce que j'ai fait et pourquoi. Maintenant, tu veux avouer ? Après que les preuves judiciaires ont prouvé ta culpabilité, après que tu as perdu tout accès à l'argent volé. » Alexandre s'est littéralement effondré et tombant à genoux sur mon paillasson. Je n'avais jamais vu un homme adulte se briser si complètement, et une partie primitive de mon cerveau paternel a ressenti l'envie de le réconforter. Mais l'image d'Hélène sur son lit de mort, me faisant confiance pour protéger sa mémoire, m'a maintenu ferme. « Papa, tu as raison sur tout. J'ai falsifié la signature de maman.
J'ai inventé un faux testament. J'ai volé l'argent qui t'appartenait légalement. Tout ce que tu as découvert est vrai. » Ces paroles, bien qu'attendues, m'ont frappé avec une force émotionnelle inattendue. C'était une chose de savoir intellectuellement qu'Alexandre avait commis ces crimes. C'en était une autre de l'entendre l'admettre avec une telle clarté. « Et pourquoi as-tu fait ça ? Explique-moi comment un homme de 42 ans décide de voler sa mère décédée. » Alexandre a levé les yeux, et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Une honte sincère mêlée à un désespoir total. « J'avais des dettes, papa. Des dettes de jeu dont je ne t'avais pas parlé. Je jouais depuis des années, perdant de l'argent que je n'avais pas. Quand maman est morte, je devais près de 200 000 € à des gens très dangereux. Des gens dangereux, des usuriers, des gens qui n'acceptent ni les excuses, ni les plans de paiement. Ils m'ont dit que si je ne payais pas avant Noël, ils allaient me faire beaucoup de mal. » Cette révélation a ajouté une dimension complètement nouvelle à la trahison d'Alexandre. Il n'avait pas seulement volé par cupidité. Il avait risqué le patrimoine familial pour sauver sa propre peau des conséquences d'une dépendance au jeu qu'il avait cachée pendant des années. Alors tu as décidé de voler ta mère pour payer tes dettes de casino. Au début, je pensais que je pourrais obtenir un prêt en utilisant l'héritage comme garantie juste temporairement. Mais quand j'ai examiné le vrai testament de maman et que j'ai vu qu'elle te laissait tout, j'ai paniqué et tu as décidé de le falsifier. J'ai rencontré quelqu'un qui est spécialisé dans les documents. Ça m'a coûté 50 000 € pour créer le faux testament avec la signature de maman. Je pensais que ce serait facile, que tu étais si dévasté par sa mort que tu ne vérifierais pas les détails attentivement. La froideur calculée de son plan me dégoûtait. Il avait utilisé mon chagrin pour la perte d'Hélène comme une opportunité pour me voler, comptant sur mon état émotionnel vulnérable pour le protéger de tout examen et le reste de l'argent. Les millions que tu as dilapidés en produits de luxe et en casino après avoir volé, il a baissé la tête, incapable de maintenir le contact visuel. Après avoir remboursé mes dettes initiales, il restait plus de 4 millions. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre de dettes, avec de l'argent à la banque. J'ai commencé à dépenser parce que je le pouvais. L'appartement, la voiture, les dîners chers. C'était comme une drogue. Et les 800 000 € en crypto-monnaie, je pensais que je pourrais multiplier l'argent rapidement. J'avais vu des vidéos sur YouTube de gens qui s'enrichissaient en négociant du Bitcoin. J'ai presque tout perdu en une semaine. Et les 500 000 € que tu as perdus dans les casinos, après les pertes en crypto, j'ai de nouveau paniqué. Je pensais que je pourrais récupérer l'argent en pariant gros à la roulette et au blackjack. Chaque perte me faisait parier plus, en essayant de récupérer la précédente. La stupidité de ces décisions financières était stupéfiante. Mais ce qui me mettait le plus en colère était le manque total de respect pour l'origine de l'argent. Chaque euro dilapidé était une insulte supplémentaire à la mémoire d'Hélène. Et quand tu as décidé de souhaiter que je meure de faim, cela faisait-il aussi partie de ta panique? Alexandre s'est couvert le visage de ses mains et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Ces mots, mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je t'ai dit ça. J'étais désespéré. Je savais que tu avais commencé à soupçonner quelque chose. Et j'ai pensé que si je t'intimidais assez, tu arrêterais de poser des questions. Tu as souhaité ma mort, Alexandre. Ton propre père, qui t'avait aimé inconditionnellement pendant 42 ans, je sais, et j'ai plus honte de ces mots que de tout ce que j'ai fait. J'aurais préféré voler 10 inconnus plutôt que de te dire quelque chose d'aussi cruel. Ses larmes semblaient sincères. Mais l'ampleur de sa trahison avait créé un gouffre entre nous que je n'étais pas sûr de pouvoir jamais franchir. Alexandre, comprends-tu que ce que tu as fait n'était pas seulement me voler de l'argent? Tu as profané la mémoire de ta mère. Tu as falsifié sa signature après sa mort. Tu as utilisé sa tombe comme une opportunité commerciale. Oui, je le comprends. Et je comprends que tu ne pourras probablement jamais me pardonner. Qu'attends-tu de cette conversation? Que je te pardonne et que je te redonne accès à l'argent, que je retire les accusations criminelles.
Alexandre a essuyé ses larmes et m'a regardé directement pour la première fois depuis son arrivée. « Je n'attends rien de toi, papa. Je suis venu ici parce que j'avais besoin que tu connaisses toute la vérité, pas seulement les faits que tu as découverts grâce à l'enquête judiciaire. J'avais besoin que tu comprennes que même si mes actions étaient impardonnables, je n'ai jamais cessé de t'aimer en tant que père. M'as-tu aimé lorsque tu as falsifié la signature de ma femme décédée? Non. À ces moments-là, la peur et le désespoir avaient remplacé tout le reste, y compris mon amour pour toi et mon respect pour maman. Et maintenant que tu as tout perdu, l'amour est commodément revenu. L'amour n'est jamais complètement parti, papa. Il était enfoui sous des couches de panique, de cupidité et de stupidité, mais être à la rue ces derniers jours, n'avoir rien, faire face à la possibilité réelle de la prison, cela m'a fait me souvenir de ce qui compte vraiment. Je suis resté silencieux pendant plusieurs minutes, observant cet homme brisé qui était techniquement toujours mon fils biologique, mais qui était devenu un étranger par ses propres choix. Alexandre, que vas-tu faire maintenant? Comment comptes-tu vivre sans l'argent que tu as volé? Je ne sais pas, a-t-il admis honnêtement. Je suppose que je devrais trouver un travail, chose que je n'ai pas faite depuis des années parce que j'avais toujours accès à ton argent ou à l'argent volé. Je devrais apprendre à vivre comme une personne normale. Et les conséquences pénales? Mon avocat commis d'office dit qu'avec les preuves que tu as présentées, je risque probablement entre 2 et 4 ans de prison. Il dit que si je coopère pleinement et que je montre un remords sincère, je pourrais obtenir une peine avec sursis. La réalité que mon fils pourrait aller en prison pour ses crimes contre notre famille s'est finalement matérialisée complètement dans mon esprit. C'était ce que j'avais cherché avec ma plainte, mais l'entendre énoncer si clairement a produit un mélange complexe de satisfaction juste et de douleur paternelle. « Alexandre, ai-je dit finalement, je veux que tu comprennes quelque chose de très clair. L'argent n'est plus à toi. Il a été restitué au patrimoine légitime et les autorités suivent chaque euro pour assurer une récupération complète. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je comprends. Je veux aussi que tu comprennes que même si j'apprécie ta confession, cela ne change rien aux conséquences de tes actions. Tu as détruit notre relation père-fils d'une manière qui pourrait être irréparable. » Alexandre a hoché la tête lentement, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Je comprends, papa. J'espère juste qu'un jour, peut-être dans des années, tu pourras trouver un moyen de me pardonner assez pour me laisser essayer d'être le fils que j'aurais toujours dû être. » Quand j'ai fermé la porte après cette conversation, je savais qu'il était temps de prendre la décision finale sur l'avenir de ma relation avec Alexandre. Cette nuit-là, après qu'Alexandre eut quitté mon seuil en homme complètement brisé, je me suis assis dans le bureau d'Hélène, avec une tasse de tisane à la camomille qu'elle avait l'habitude de préparer lorsque nous devions prendre des décisions importantes. Les photographies de notre vie ensemble me regardaient depuis les étagères, me rappelant constamment que toutes mes actions devaient honorer sa mémoire et les valeurs que nous avions partagées pendant 45 ans. Pendant des heures, j'ai réfléchi à la confession d'Alexandre. Son aveu complet de culpabilité, bien que tardif, avait révélé des aspects de sa personnalité que je n'avais jamais soupçonnés. La dépendance au jeu, les dettes envers des usuriers dangereux, la planification froide de son vol. Tout cela dressait le portrait d'un homme qui avait mené une double vie pendant des années. Le vendredi 2 mai s'est levé gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. À 9 heures du matin, j'ai reçu un appel de Maître Renaud avec des nouvelles qui allaient définitivement accélérer le processus judiciaire. « Richard, j'ai des mises à jour importantes sur le cas d'Alexandre », a-t-il dit d'un ton plus sérieux que d'habitude. Le parquet a décidé d'accélérer le dossier en raison de la confession qu'Alexandre a faite à la police hier. Confession à la police. Il était chez moi hier, en train de se confesser à moi, mais il n'a pas mentionné avoir parlé avec les autorités. Apparemment, après vous avoir rendu visite, il s'est rendu volontairement au commissariat et a répété la même confession complète qu'il vous a faite. Il a admis la falsification de documents, le vol d'héritage, tout.
Cette information m'a sincèrement surpris. Après notre rencontre, Alexandre avait pris l'initiative de confesser officiellement ses crimes, chose qu'il aurait pu éviter de faire s'il avait simplement engagé un bon avocat de la défense. Qu'est-ce que cela signifie pour le processus judiciaire? Cela signifie que l'affaire sera résolue beaucoup plus rapidement avec une confession complète et des preuves judiciaires solides. Le procureur est prêt à négocier un plaidé coupable. Alexandre pourrait encourir 18 mois de prison avec sursis et 5 ans de probation, plus l'obligation de restituer tout l'argent. Mais l'argent a déjà été récupéré par la saisie judiciaire, n'est-ce pas? Oui, mais Alexandre devrait payer une amende supplémentaire équivalente à 20% du montant volé à titre de pénalité. Dans ce cas, environ 1 million d'euros. 1 million d'euros? Comment va-t-il payer ce montant s'il n'a aucune ressource? Il devra travailler et allouer une partie de ses revenus pendant des années pour rembourser cette dette à l'État. Cela fait partie de la réhabilitation du système judiciaire. Cet après-midi-là, alors que j'organisais tous les documents relatifs à la récupération du patrimoine d'Hélène, j'ai reçu une visite inattendue. L'oncle Rémi, le frère cadet d'Hélène, a frappé à ma porte avec une expression grave que j'ai immédiatement reconnue. « Richard » a-t-il dit après que je l'ai invité à entrer, « nous devons parler d'Alexandre et de ce qui va lui arriver maintenant. » Rémi avait 61 ans et avait été très proche d'Hélène toute sa vie. En tant que professeur d'école à la retraite, il avait toujours eu une perspective équilibrée sur les questions familiales, et son opinion avait influencé de nombreuses décisions importantes qu'Hélène et moi avions prises au fil des ans. Qu'as-tu en tête, Rémi? J'ai réfléchi à toute cette situation depuis que tu m'as envoyé la documentation sur ce qu'Alexandre a fait. En tant que frère d'Hélène, je suis absolument scandalisé par la profanation de sa mémoire. Mais en tant qu'oncle d'Alexandre, je suis aussi inquiet de ce qui va lui arriver maintenant. Alexandre devra faire face aux conséquences de ses actes. C'est ce qu'Hélène aurait voulu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je crois aussi qu'Hélène aurait voulu que nous lui donnions une chance de se racheter, tant que c'était sincère et que cela exigeait un réel sacrifice de sa part. Les mots de Rémi m'ont profondément frappé, car ils reflétaient exactement le genre de dilemme moral dont Hélène et moi avions l'habitude de discuter. Elle avait toujours cru aux secondes chances, mais seulement pour les personnes qui démontraient un changement authentique par des actions, pas seulement par des mots. Que proposes-tu exactement? Je ne propose pas que tu lui rendes l'argent ou que tu retires les accusations pénales. Je propose qu'après qu'il ait purgé sa peine et démontré un réel changement pendant au moins 2 ans, tu envisages la possibilité de rétablir une relation minimale avec lui. Rémi, Alexandre a falsifié la signature de ta sœur décédée. Il m'a volé des millions et a souhaité que je meure de faim. Je sais, et ces actions sont impardonnables. Mais je sais aussi qu'Hélène aimait profondément Alexandre et serait dévastée si elle savait que ses actions criminelles ont entraîné la destruction permanente de sa famille. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter de tous les aspects de la situation. Rémi n'a pas défendu les actions d'Alexandre, ni minimisé la gravité de ses crimes, mais il a soutenu qu'une punition complète et une possible réhabilitation devraient ouvrir la porte à une éventuelle réconciliation limitée. Le samedi 3 mai, j'ai reçu un appel qui allait changer ma perspective sur les possibilités de rédemption d'Alexandre. Le directeur d'un centre de réhabilitation pour joueurs dépendants en périphérie de la ville m'a appelé. « Monsieur Lambert, je suis le directeur Évrard du centre de rétablissement Le Sommet. Votre fils Alexandre s'est présenté ici volontairement hier, demandant à être admis à notre programme de réhabilitation résidentielle. » Programme résidentiel ? Oui, c'est un traitement intensif de 6 mois pour les personnes ayant une grave dépendance au jeu. Alexandre nous a expliqué toute sa situation juridique et financière et a spécifiquement demandé le programme le plus rigoureux que nous offrons. Et comment peut-il payer ce traitement s'il n'a aucune ressource? C'est précisément la raison de mon appel. Alexandre nous a demandé de vous contacter pour savoir si vous seriez prêt à couvrir le coût du traitement.
C'est 50 000 € pour le programme complet. Cette demande m'a mis dans une position extraordinairement complexe. Alexandre me demandait indirectement de financer sa réhabilitation, ce qui pouvait être interprété comme une nouvelle manipulation pour obtenir de l'argent de ma part. Mais cela pouvait aussi être un signe sincère qu'il reconnaissait son problème et voulait le résoudre avant qu'il ne détruise complètement sa vie. Monsieur Évrard, je dois réfléchir à cette demande. Pouvez-vous me donner quelques détails sur ce que ce programme inclut exactement? Bien sûr, c'est un programme résidentiel où les patients vivent dans notre établissement pendant 6 mois. Il comprend une thérapie individuelle quotidienne, une thérapie de groupe, une éducation financière, une réinsertion professionnelle et un suivi psychiatrique. Il inclut également une thérapie familiale pour reconstruire les relations endommagées par la dépendance. Thérapie familiale? Oui, nous travaillons avec les membres de la famille qui ont été affectés par les actions du dépendant. Dans le cas d'Alexandre, il a spécifiquement mentionné qu'il voulait inclure des séances où il pourrait travailler à réparer les dommages qu'il vous avait causés. Cette nuit-là, en me promenant dans le jardin où Hélène cultivait ses roses, je me suis retrouvé face à la décision la plus difficile de tout ce processus. Devais-je donner à Alexandre l'occasion de prouver que son remords était sincère en finançant sa réhabilitation? Ou serait-ce juste une autre forme de manipulation, une façon d'obtenir de l'argent de moi en utilisant la culpabilité et l'espoir comme outil? Le dimanche 4 mai, après une nuit presque blanche, j'ai pris une décision qui allait définir le cours futur de ma relation avec Alexandre. J'ai appelé le centre de rétablissement et j'ai parlé directement avec le directeur Évrard. Monsieur Évrard, je suis prêt à financer le traitement d'Alexandre sous certaines conditions très spécifiques. Quelles conditions, monsieur Lambert? Première condition, Alexandre doit suivre l'intégralité du programme de 6 mois sans partir volontairement. S'il part avant de terminer, il ne recevra jamais aucune autre aide de ma part. Je comprends. Deuxième condition, pendant ces 6 mois, Alexandre ne peut pas me contacter directement ou indirectement. Pas d'appel, pas de lettres, pas de messages par des tiers. Je veux que sa réhabilitation soit complètement indépendante de tout espoir de réconciliation avec moi. C'est une condition très stricte. Troisième condition. À la fin du programme, vous me fournirez un rapport complet sur ses progrès, son engagement sincère au changement et sa probabilité réelle de réhabilitation réussie. C'est seulement à ce moment-là que j'envisagerai la possibilité d'une communication très limitée. Et s'il termine le programme avec succès, s'il démontre un changement sincère pendant 6 mois sans contact avec moi, et si votre évaluation professionnelle suggère une réhabilitation réelle, j'envisagerai d'autoriser une unique conversation pour déterminer s'il y a une base pour une relation future très limitée. Monsieur Lambert, ce sont des conditions très exigeantes, mais je crois qu'elles pourraient être exactement ce dont Alexandre a besoin pour prouver que son repentir est authentique. Quand j'ai raccroché cet appel, je savais que j'avais pris une décision qu'Hélène aurait approuvée. Je ne donnais pas à Alexandre une seconde chance gratuite. Je lui donnais l'opportunité de gagner une seconde chance par un travail acharné, un sacrifice personnel et un changement démontrable. S'il échouait, il confirmerait qu'il était incorrigiblement manipulateur et perdrait toute possibilité de réconciliation future. S'il réussissait, cela ouvrirait la porte à une relation très limitée et conditionnelle qui honorerait à la fois la justice et la compassion. Le destin de notre relation père-fils était désormais entièrement entre les mains d'Alexandre. Les 18 mois suivants se sont écoulés dans un silence absolu entre Alexandre et moi, comme je l'avais stipulé dans les conditions de financement de sa réhabilitation. Pendant cette période, ma vie a pris une routine complètement différente, marquée par l'absence définitive, à la fois d'Hélène et d'Alexandre, les deux personnes qui avaient défini mon existence pendant des décennies. En juillet 2024, j'ai reçu la notification officielle qu'Alexandre avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans de probation, exactement comme Maître Renaud l'avait prédit.
La peine comprenait l'obligation de payer l'amende d'1 million d'euros à l'État, qui serait déduite de ses futurs revenus professionnels au cours des 15 prochaines années. Pendant ces mois de silence, j'ai établi des routines qui m'ont aidé à reconstruire mon identité d'homme indépendant. J'ai commencé à prendre des cours de peinture les mardis matins, quelque chose qu'Hélène avait toujours voulu que j'essaie. J'ai rejoint un club de lecture les jeudis après-midi où nous discutions de romans classiques. Les samedis matins, je faisais du bénévolat dans une soupe populaire gérée par le Secours populaire. En septembre, j'ai reçu des rapports mensuels du centre de rétablissement sur les progrès d'Alexandre. Comme nous l'avions convenu, le directeur Évrard m'envoyait des résumés professionnels qui documentaient l'évolution de mon fils sans révéler de détails personnels qui pourraient mener à une manipulation émotionnelle. Septembre 2024. Le patient a terminé son premier mois sans incident. Participe activement aux thérapies individuelles et de groupe. A commencé des cours d'éducation financière et de contrôle des impulsions. Octobre 2024. Le patient montre des progrès significatifs dans la reconnaissance des schémas destructeurs. A commencé un travail communautaire au sein du centre. Aucune tentative de contact extérieur non autorisée. Novembre 2024. Le patient a obtenu une certification en menuiserie de base dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Continue de démontrer un engagement sincère dans le processus. Les évaluations psychologiques montrent une réduction significative des comportements compulsifs. En février 2025, exactement 1 an après le début de tout ce cauchemar, j'ai pris une décision qui aurait été impensable des mois auparavant. J'ai officiellement créé la Fondation Hélène Lambert pour la recherche sur le cancer du pancréas. J'ai alloué 2 millions d'euros de mon patrimoine personnel à cette fondation, ce qui en fait l'une des organisations privées les plus importantes du pays, dédiée spécifiquement à la maladie qui avait emporté Hélène. La fondation financerait la recherche médicale, fournirait un soutien aux familles touchées et maintiendrait vivante la mémoire d'Hélène d'une manière qu'elle aurait pleinement approuvée. Lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue à l'hôpital où Hélène avait été soignée, j'ai parlé publiquement de ma motivation pour la création de la fondation. Ma femme, Hélène Lambert, a combattu le cancer du pancréas avec une dignité et un courage qui m'ont inspiré pendant ces derniers mois. Cette fondation représente son véritable héritage. L'espoir qu'aucune autre famille n'ait à affronter cette maladie sans les ressources nécessaires pour se battre. Je n'ai pas mentionné Alexandre pendant mon discours, mais son absence physique et émotionnelle était présente dans chaque mot que je prononçais. La fondation était ma façon d'honorer Hélène, en utilisant des ressources qu'il avait tenté de voler à des fins complètement opposées. En avril 2025, j'ai reçu le rapport le plus significatif du centre de rétablissement. Avril 2025. Le patient a terminé avec succès 8 mois du programme. A obtenu une certification professionnelle en menuiserie et en électricité. A commencé un travail rémunéré au sein du centre, allouant 50% de ses revenus au fonds d'amende de l'État. Les évaluations psychiatriques confirment une absence totale de comportement de jeu compulsif. Nous recommandons d'envisager la phase finale du programme. En mai, 2 jours avant l'anniversaire de ma confrontation initiale avec Alexandre, j'ai reçu un appel du directeur Évrard que j'anticipais depuis des mois. Monsieur Lambert, Alexandre a officiellement terminé le programme résidentiel de 6 mois. Il a rempli toutes les exigences et a démontré une transformation sincère et durable. Quelle est votre évaluation professionnelle de la probabilité qu'il maintienne ces changements? En 20 ans de direction de ce centre, Alexandre fait partie des 5% de patients qui montrent le changement le plus profond et authentique. Son engagement n'a pas faibli pendant 6 mois. Il a développé de réelles compétences professionnelles et a travaillé intensivement sur les questions de responsabilité familiale. A-t-il mentionné des attentes concernant une réconciliation avec moi? C'est l'une des choses les plus impressionnantes de son processus. Il n'a jamais exprimé d'attente, de pardon ou de réconciliation.
Il a travaillé sur sa réhabilitation avec la compréhension claire que cela pourrait ne pas aboutir à la restauration de sa relation familiale. Que recommandez-vous comme prochaine étape? Je vous recommande d'envisager l'unique conversation que vous aviez mentionnée dans vos conditions initiales. Alexandre a gagné le droit à cette opportunité, mais la décision concernant toute relation future reste entièrement la vôtre. Cette nuit-là, alors que je dînais seul dans la cuisine, où Hélène avait l'habitude d'expérimenter des recettes méditerranéennes, j'ai réfléchi aux changements extraordinaires qui s'étaient produits dans ma vie au cours des 18 derniers mois. J'étais passé d'un veuf vulnérable, volé par son propre fils, à un homme indépendant qui avait retrouvé sa dignité, établi un héritage significatif pour sa femme et imposé de réelles conséquences à la trahison familiale. Alexandre, selon tous les rapports professionnels, était passé d'un dépendant manipulateur qui falsifiait des documents et souhaitait la mort de son père, à un homme qui travaillait honnêtement, payait ses dettes et avait accepté la possibilité de vivre sans réconciliation familiale. Le jeudi 15 mai 2025, exactement un an après qu'Alexandre eut commencé sa réhabilitation, j'ai pris la décision d'honorer mon engagement initial. J'ai appelé le directeur Évrard et j'ai accepté une rencontre supervisée au centre de rétablissement. Ce sera une conversation de 2 heures maximum, ai-je précisé. Alexandre pourra dire ce qu'il a à dire et je déterminerai s'il y a une base pour un contact futur très limité. Je comprends parfaitement, monsieur Lambert. Y a-t-il des conditions spécifiques pour cette rencontre? Oui. Je veux qu'Alexandre comprenne clairement que cette conversation ne garantit rien. Elle n'implique pas de pardon automatique, ne restaure aucun droit financier et ne promet aucun type de relation future. C'est simplement une opportunité pour lui de démontrer si sa transformation est authentique. Je le lui expliquerai dans ces termes exacts. Quand j'ai raccroché cet appel, je savais que je me dirigeais vers la conversation la plus importante et la plus difficile de ma vie. Pendant 18 mois, j'avais vécu sans Alexandre. J'avais construit une nouvelle identité, honoré la mémoire d'Hélène et trouvé un but en aidant d'autres familles touchées par le cancer. La question était maintenant de savoir si Alexandre avait utilisé ces mêmes 18 mois pour devenir sincèrement l'homme que sa mère aurait voulu qu'il soit, ou s'il avait simplement appris à mieux manipuler le système pour obtenir cette opportunité. Dans 3 jours, j'aurai enfin la réponse. Le lundi 18 mai 2025, à 10 heures précises, je suis arrivé au centre de rétablissement Le Sommet pour la conversation qui déterminerait si Alexandre avait subi une transformation sincère ou s'il avait simplement perfectionné ses compétences de manipulation pendant 18 mois de réhabilitation forcée. Le directeur Évrard m'a reçu dans son bureau avec le sérieux que l'occasion méritait. Au cours des derniers mois, nous avions développé une relation professionnelle basée sur des rapports cliniques et des évaluations objectives. Mais ce serait la première fois que je verrais directement les résultats de son travail avec Alexandre. Monsieur Lambert, avant que la conversation ne commence, je veux que vous sachiez qu'Alexandre a été parfaitement informé des conditions de cette rencontre. Il comprend qu'il n'a aucune garantie, que vous n'avez rien promis et que c'est peut-être la seule opportunité qu'il ait de communiquer avec vous. Comment a-t-il réagi à ces conditions, avec une acceptation totale? Il m'a dit qu'il était simplement reconnaissant pour l'opportunité de vous montrer qu'il avait changé, peu importe si cela aboutissait à une quelconque relation future. Évrard m'a conduit à une petite salle de conférence avec des fenêtres donnant sur le jardin du centre. Les murs étaient décorés de certificats de fin de programme d'anciens patients, des rappels tangibles qu'une réhabilitation sincère était possible pour les personnes prêtes à travailler pour l'obtenir. Quand Alexandre est entré dans la pièce, j'ai eu besoin de plusieurs secondes pour le reconnaître pleinement. L'homme qui s'était présenté à ma porte il y a 18 mois, débraillé et désespéré, avait été remplacé par quelqu'un qui dégageait un calme et une dignité que je ne lui avais pas vus depuis des années. Alexandre avait perdu du poids, mais d'une manière saine qui suggérait un exercice régulier et une alimentation correcte. Ses cheveux étaient proprement coupés,
Il portait des vêtements de travail propres et modestes, et ses mains montraient les callosités de quelqu'un qui avait effectué un vrai travail physique. Mais le plus impressionnant était son expression sereine, sans aucune trace de l'arrogance passée ou du désespoir manipulateur qu'il avait montré lors de sa dépression. « Papa », a-t-il dit simplement, sans essayer de s'approcher pour une étreinte ou un contact physique. « Merci de me donner cette opportunité. Alexandre, ai-je répondu, en restant également formel et distant. Tu as 2 heures pour me montrer si ta transformation est authentique ou si tu as juste appris à mieux jouer la comédie. » Il s'est assis en face de moi, les mains croisées sur la table, et pendant plusieurs minutes, nous nous sommes simplement observés en silence. C'était comme si nous nous évaluions mutuellement, après une absence qui nous avait fondamentalement changés tous les deux. Papa, au cours de ces 18 mois, j'ai eu le temps de réfléchir profondément à chaque décision terrible que j'ai prise, à chaque mot cruel que j'ai dit et à chaque façon dont j'ai trahi tout ce que toi et maman m'aviez enseigné pendant 42 ans. Continue. Je veux commencer par quelque chose de plus important que n'importe quelle excuse. Je veux que tu saches exactement comment j'ai utilisé ces 18 mois pour devenir un homme différent. Alexandre a ensuite raconté en détail son expérience de réhabilitation, mais pas de la manière apitoyée à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les compétences spécifiques qu'il avait développées, le travail qu'il avait accompli et les manières concrètes dont il avait changé ses schémas de pensée et de comportement. Je travaille comme menuisier et électricien certifié depuis 8 mois. J'ai gagné 1 200 € par mois en faisant des réparations et de la construction. 600 € vont directement à l'État pour payer l'amende qu'ils ont imposée. Les 600 autres euros, je les utilise pour les dépenses de base. Et où habites-tu? Dans une chambre partagée dans une résidence pour personnes en réinsertion professionnelle. Je paie 300 € par mois pour le loyer, 200 € pour la nourriture et 100 € pour le transport et les dépenses de base. Que fais-tu de ton temps libre? Je participe à des réunions des joueurs anonymes 3 fois par semaine. Je lis des livres sur la gestion financière et la psychologie de la dépendance. Le week-end, je fais du bénévolat dans une soupe populaire pour les sans-abri. Cette description m'a impressionné car elle était complètement différente du style de vie qu'Alexandre avait mené toute sa vie d'adulte. Pour la première fois, il vivait modestement, travaillait de ses mains et contribuait à sa communauté d'une manière qui n'impliquait pas de profiter des autres. « Alexandre, pourquoi as-tu décidé de faire du bénévolat auprès des sans-abri ? » Parce qu'après avoir passé des nuits à dormir dans les parcs et les gares lors de ma dépression, j'ai compris ce que signifie être complètement impuissant. Je voulais aider les gens dans cette situation et me rappeler constamment où mène l'autodestruction. Et qu'as-tu appris sur toi-même pendant ce processus? Alexandre a pris une profonde inspiration avant de répondre, comme s'il s'était préparé à cette question depuis des mois. J'ai appris que pendant des années, j'avais vécu un mensonge complet sur qui j'étais et ce que je méritais. J'ai grandi en croyant que l'argent de la famille finirait par être à moi. Donc, je n'ai jamais développé de réelles compétences ni une véritable éthique de travail. Quand j'ai fait face à une crise financière, ma première réaction a été de voler au lieu de travailler. Et maintenant? Maintenant, je comprends que chaque euro que je gagne en travaillant vaut plus que tous les millions que j'ai volés, car il provient de mon propre effort et d'une contribution légitime. Pour la première fois de ma vie, je suis fier de la façon dont je gagne mes revenus. Au cours des 2 heures suivantes, Alexandre a démontré un niveau d'auto-réflexion et de changement de comportement qui a dépassé mes attentes les plus optimistes. Il n'a pas essayé de minimiser ses crimes ou d'excuser ses actions passées. Au lieu de cela, il a montré une compréhension complète de la manière dont ses décisions avaient affecté non seulement moi, mais aussi la mémoire d'Hélène et le concept même de confiance familiale. Papa, y a-t-il quelque chose de spécifique que je doive te dire à propos de maman? Quoi? Pendant la thérapie, j'ai beaucoup travaillé pour comprendre comment mes actions ont profané sa mémoire.
Falsifier sa signature n'était pas seulement te voler, c'était une violation de tout ce qu'elle représentait. Maman valorisait l'honnêteté par-dessus tout, et j'ai transformé sa mort en une opportunité de commettre l'acte le plus malhonnête de ma vie. Ces paroles montraient une compréhension des dimensions morales de ces crimes qui étaient absentes lors de toutes nos conversations précédentes. Et qu'as-tu fait pour honorer sa mémoire pendant ta réhabilitation? Chaque mois, je donne 50 € de mon salaire à la fondation Hélène Lambert que tu as créée. C'est tout ce que je peux me permettre avec mon budget actuel. Mais je veux contribuer, d'une manière ou d'une autre, à préserver son héritage positivement. Cette révélation m'a complètement surpris. Alexandre avait suivi les activités de la fondation et avait trouvé un moyen de contribuer sans me contacter directement, respectant les conditions de notre accord de non-communication. Alexandre, qu'attends-tu de cette conversation? Quel genre de relation penses-tu que nous pourrions avoir à l'avenir? Je n'attends rien, papa. Si après cette conversation tu décides que tu préfères ne plus jamais avoir de contact avec moi, je le respecterai complètement. Tu as fait preuve de plus de patience et de justice que je ne le méritais en me donnant cette opportunité. Mais qu'espérerais-tu idéalement? Idéalement, j'aimerais avoir la possibilité d'une communication très limitée avec toi, peut-être une fois par an. Non pas pour restaurer une relation père-fils complète, car je comprends que la confiance est brisée pour toujours, mais pour que tu puisses vérifier que je continue à vivre honorablement. À la fin des 2 heures, le directeur Évrard est revenu pour mettre fin à la réunion. Alexandre s'est levé, m'a regardé directement dans les yeux une dernière fois et a dit quelque chose qui me resterait pendant des mois. « Papa, peu importe ce que tu décides, je veux que tu saches que ces 18 mois m'ont appris à être l'homme que maman aurait voulu que je sois. Si nous ne nous revoyons plus jamais, au moins je mourrai en sachant que j'ai finalement honoré sa mémoire par mes actions au lieu de la profaner. » Quand j'ai quitté le centre de rétablissement cet après-midi-là, je savais que j'avais été témoin d'une transformation sincère. Alexandre avait démontré non seulement un remords sincère, mais aussi un changement de comportement durable et une contribution positive à la société. 2 semaines plus tard, j'ai pris une décision qu'Hélène aurait approuvée. J'ai envoyé une lettre à Alexandre, autorisant une communication limitée une fois tous les 6 mois, à la condition qu'il maintienne sa réhabilitation et son travail honnête. Ce n'était pas un pardon complet, ni la restauration de notre relation père-fils. C'était la reconnaissance que les gens peuvent sincèrement changer et que la justice doit inclure la possibilité de rédemption pour ceux qui la méritent vraiment. L'argent d'Hélène resterait pour toujours dans la fondation qui portait son nom, aidant les familles touchées par le cancer. Alexandre continuerait à payer ses dettes à l'État pendant les 14 prochaines années et je continuerai à vivre de manière indépendante, honorant la mémoire d'Hélène par des actions positives plutôt que par une amertume perpétuelle. Nous avions trouvé un moyen de coexister qui respectait à la fois la justice et la compassion, exactement comme Hélène nous l'aurait enseigné, si elle avait été en vie pour nous guider à travers cette crise familiale qui a failli nous détruire pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci de nous avoir suivis.